Bonjour, c'est Erwan en solo. Avant de retrouver votre Kick Parade, je voulais juste vous indiquer que Call Me or Not avait lancé quelques heures après l'enregistrement de cette émission le nouveau Marvel United qui s'est positionné en toute première place directement du classement. Donc vous ne retrouverez pas Marvel United dans ce Kick Parade, mais on en parle dès la semaine prochaine. Bonne émission. Bonjour et bienvenue dans le Kick Parade numéro 98. Salut Swan. Salut Erwan, bonjour à toutes et à tous. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans le numéro 98, Swan, s'il te plaît? C'est le moment tant attendu, c'est-à-dire que on va bien lancer notre jeu concours pour la 100e. Exactement. Dans cette émission, vous allez pouvoir gagner un jeu. Et ce jeu reste un mystère pour le moment. Donc il faut bien suivre l'émission et à un moment donné, on vous dira quel jeu vous pouvez gagner pour la 100e dans 2 émissions. On commence le concours aujourd'hui, on continue la semaine prochaine, le 99, et à l'émission numéro 100, on donnera le nom de la gagnante ou du gagnant de ce jeu mystère. Rendez-vous tout à l'heure pour découvrir quel jeu vous pouvez gagner pour la 100e de Kick Parade. On en profite pour vous remercier pour votre soutien depuis 2 ans maintenant. Même plus de 2 ans. Hein. Un petit peu plus, un petit peu plus. Allez, on va commencer par le classement de la semaine avec Cole Baron, donc en 10e place, 18 932 €, 286 contributeurs, et il reste un mois sur Kickstarter, un mois. Donc on va en entendre parler. Ce jeu n'est pas récent, puisqu'il date de 2013, il me semble. Ça fait 10 ans qu'il est sorti. Ouais. Donc c'est le 10e anniversaire de ce jeu de placement d'ouvriers qui se passe au début du XXe siècle. Vous vous rappelez ces temps reculés barbares où on brûlait du charbon pour faire de l'énergie? Ah bah merde, c'est toujours pareil en 2022. Oh le con, je crois que c'était fini moi À ça. la boulette, à la boulette. Mais maintenant vous pouvez jouer avec ça, c'est ça qui est incroyable. Enfin, vous pouvez rejouer avec une version Deluxe, ce qui propose uniquement la version Deluxe. Il n'y a qu'un seul pledge, à 75 €. Et voilà, vous avez la possibilité de l'avoir en français. Donc on vous retrouve avec du matériel, des mécaniques qui sont un petit peu revues pour correspondre aux standards actuels. Après, effectivement, c'est vrai que... et d'ailleurs, c'est assez drôle parce que je me suis dit, on va encore passer pour des râleurs écolos, mais j'ai remarqué que le sujet avait fait un petit peu débat sur les forums, en fait, en se demandant est-ce que en 2023, compte tenu de la situation actuelle, est-ce que c'était vraiment le meilleur moment pour relancer un jeu sur cette thématique-là. Et c'est vrai que c'est un petit démarrage quand même. Oui, pour rappeler juste, vous allez exploiter une mine de charbon au début du XXe siècle. Donc c'est vrai que c'est un peu caustique par rapport à la situation en 2023 où on est obligé de réouvrir les usines de charbon parce qu'on n'a pas assez d'énergie. Petit côté ironique ou cynique ou glauque, ça dépend sous quel angle vous le voyez. Mais bon, voilà, après c'est pas la faute des auteurs du jeu. Hein. Eux, ils font un jeu sur l'exploitation minière du début du XXe siècle et apparemment le jeu fonctionne. C'est du placement d'ouvriers avec tout ce qu'il y a de plus classique. Hein, où il va falloir améliorer vos mines, il va falloir délivrer. Il y a évidemment beaucoup de pick-up and delivery. Hein. Ouais, le seul petit truc, c'est que je me dis, ça manque d'une petite extension germinale, tu vois, avec une petite, une petite grève ouvrière. Allez, en 9e place, alors là on passe de la mine de charbon au petit minou avec Hissy Fit, 7746 €, 303 contributeurs, il reste une grosse quinzaine de jours. Eh bien, c'est un jeu de cartes avec des chats. Et pas n'importe quoi, c'est-à-dire que le but du jeu, c'est de faire rentrer votre chat dans son panier. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle là, sa cage de transport. Non, c'est sa cage de transport. Ouais. Ah, sa cage de transport. Donc le truc, c'est le but du jeu, c'est de rentrer votre chat dans la caisse parce que ce petit connard, il veut pas rentrer. Donc voilà. Donc ils ont fait un jeu de cartes à partir de ça. Je trouve que l'idée est, ma foi, plutôt rigolote. Donc vous avez des cartes avec des chats et vous avez plusieurs actions dessus, des actions immédiates, des actions qui se font après une phase et puis des actions que vous pouvez faire à votre phase d'action. Donc le jeu n'est pas si simplé que ça. Ouais, le seul petit regret que j'ai, c'est je trouve que les illustrations sont assez inégales. Voilà. Oui. Il y en a qui sont très réussis, je trouve, qui ont vraiment beaucoup de charme, et puis d'autres que je trouve un peu moins. Et ça manque d'une espèce de cohérence totale. On a un peu du mal à voir quel est le style qui l'emporte sur les autres. Bon, c'est un parti pris hein, de vouloir laisser de la place à
à différents styles de design. Moi, j'avoue que pour un jeu qui a, on va dire, un design aussi simpliste, je trouve ça un petit peu dommage qu'il n'y ait pas une identité qui soit plus Plus marquée. marqué, ouais. Mais après, effectivement, on est sur un tout petit projet avec, qui a déjà le mérite d'avoir un concept assez rigolo. Et alors, si vous êtes complètement gaga de votre chat, hein, sachez que pour 300 $, vous pouvez mettre votre chat dans le jeu. C'est-à-dire vous envoyez une photo de votre chat, l'artiste le transforme en dessin et ça devient une carte dans le jeu. Là, faut vraiment aimer son chat, je pense, hein, quand même. Mais bon, sachez que c'est possible. 8ème place, Counter Warfare, 10 000 €, 408 contributeurs, il reste une vingtaine de jours. Encore une fois, petit jeu de cartes, mais alors là on n'est plus dans les chats, on est dans la guerre. C'est un jeu d'affrontement pur, super méchant, dans lequel vous allez avoir une main de cartes divisée en deux, vous avez les armes et les équipements, et qui ont chacun leur effet, donc vous avez tout un tas de combos. Il y a plein de cartes, je crois qu'il y en a une centaine, ils ont calculé qu'il y avait, moi j'ai du mal à le croire, mais enfin bon, il y avait 100 milliards de combinaisons possibles en première main avec le jeu. Ça me paraît dingue, mais bon. Voilà, donc c'est un jeu qui a été pensé, hein, ils le disent, pour être rejouable à l'infini. Donc il y a beaucoup de cartes, beaucoup de possibilités, qui est simple à apprendre et qui est vraiment... Alors ils appellent pas ça un Battle Royale, ils appellent ça un Party Royale parce que autant c'est un jeu d'affrontement, autant c'est aussi un jeu où on se marre. Après, moi je pense que c'est un jeu, il a un peu de la chance de pas avoir beaucoup de succès, de passer un peu sous les mailles du filet, parce que c'est quand même à la limite du plagiat au niveau du design, que ce soit au niveau des couleurs des cartes, des piñatas du jeu Fortnite. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu vidéo dans Battle Royale, et qui a justement un design qui joue vachement sur les couleurs, effectivement, vert, bleu, violet, pour indiquer la rareté de l'objet. Ils ont une espèce de délire autour des piñatas, puis là, tu vois qu'ils mettent en avant une carte en disant: «Eh, regardez, vous avez la piñata qui ressemble à s'y méprendre à ça». Donc je trouve qu'il joue un petit peu sur le flou de la ressemblance. Parce que un petit clin d'œil, c'est rigolo. Là, je trouve qu'on est un peu au-delà du clin d'œil. On passe à la 7ème place avec une entrée, encore beaucoup d'entrées, hein, comme on vous l'a dit, qui s'appelle Aegis Combining Robots. Alors c'est un sigle, hein, c'est A comme assaut, E comme évasive, G comme guard, I comme intel et S comme support. Et c'est un jeu de combat de robots, un jeu d'arène de 1 à 6 joueurs. J'ai un peu de mal à comprendre comment on peut jouer en solo, enfin bon, ça existe, dans lequel vous incarnez une équipe de robots, donc il faut faire votre équipe de robots en début de partie avec des cartes. Vous pouvez combiner leurs pouvoirs, vous absorber d'énergie en début de tour, et après vous dépensez ces énergies pour faire des actions. Il n'y a pas de figurines, hein, ils n'ont pas pété les plombs en vous offrant une espèce de pledge de luxe avec 150 robots en figurines, quoique ça aurait pu être très joli. Ce sont des petits standees très simples. Le jeu d'ailleurs est assez simple, fait un peu vieillot, je sais pas ce que t'en penses. Moi les combats de robots, ça me plaît toujours, donc... Mais c'est marrant parce que tu parlais la semaine dernière de ces jeux américains qui essayaient de plagier les mangas ou le style japonais. Alors là, on y est, mais en plein dedans. Hein. C'est encore une fois, je vais me répéter un petit peu, mais c'est vrai que ça fait pas de démarche sincère. Ça fait un peu copier-coller, copier-coller, copier-coller. Je trouve ça un petit peu dommage. Ça manque d'identité. C'est un peu le regret que j'ai de toute façon vis-à-vis du jeu, et ce que ça m'a provoqué comme sentiment en découvrant la campagne, c'est de me dire: ah, en fait, j'aimerais bien un jeu de mecha. En vrai, d'escarmouche ou peu importe, tu vois, mais de me dire, effectivement, moi c'est un univers que j'aime bien, et je trouve que j'en ai jamais trouvé qui soit vraiment exaltant. Et pour répondre à ta question, pour le solo, en fait, on affronte des boss, en fait. Il va y avoir des cartes avec des affrontements de boss. Voilà, donc il y en a deux qui sont proposés de base, alors peut-être plus avec des extensions et puis les stretch goals qui vont être débloqués. Mais effectivement, je suis là, je me dis, tiens, en fait, je sais pas, un jeu Gundam ou... Non, mais je pense que je veux... Non, mais je pense qu'en vrai, en fait, je veux juste des jeux de licence que j'aime bien, quoi. Je veux un petit jeu Evangelion, là, ça me ferait plaisir. Alors, il y en a 45 000 €, 422 contributeurs, et c'est pareil, il reste super longtemps, il reste un mois, donc on en parlera peut-être. 6ème place, c'est Spell Wars, a fast-paced strategy card game. On en a parlé, c'est un jeu de cartes dans la plus pure tradition de Magic et confrères ou consorts. Vous allez invoquer des monstres grâce à des pouvoirs magiques. Et donc ce jeu, il en est à 34 000 €, 730 contributeurs. Il y en avait un juste avant, un courant décembre, j'ai déjà oublié le nom, tu vois, mais qui avait rapporté beaucoup plus. Je crois qu'il avait rapporté 1 500 000 $. Donc là, ils sont un peu arrivés après la bataille. J'ai l'impression que l'autre a un peu tout ratiboisé avant. 5ème position, encore une nouveauté. Once Upon a Line. Et bien
là, c'est français, c'est la société Pert Zefraka accompagnée par Lucky Duck Game qui sort ce jeu sur Kickstarter, ce jeu post-apo avec une mécanique très très originale. Il a commencé sa semaine à 80 000 €, 1038 contributeurs, il reste là une quinzaine de jours. Et attention Swan, attention, 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 parce que c'est ce jeu, c'est bien ce jeu que vous pouvez gagner pour la 100e de Kickparade. Vous pouvez gagner un pledge de Once Upon a Line, donc le pledge Caterpillar Walk. Vous pouvez gagner ce pledge. Vas-y. On va vous demander de mettre en commentaire. Vas-y, voilà, l'idée qu'on s'était dit, c'était pour participer, puis ça peut être assez sympa de vous connaître un petit peu plus. Comme on est dans un univers post-apo, on vous laisse nous partager en commentaire l'œuvre qui est issue d'un monde post-apocalyptique que vous préférez. Donc ça peut être du jeu de plateau, ça peut être de la littérature, ça peut être du cinéma, ça peut être, voilà, vous laissez libre cours à votre imagination, mais voilà, on peut, si on discutait un peu post-apo, je pense qu'on n'en discute jamais suffisamment. C'est vrai, c'est vrai. Moi j'adore la post-apo. Alors donc pour tenter de gagner ce jeu, il faut précisément mettre Once Upon a Line dans les commentaires, 2 points, avec votre œuvre post-apo préférée derrière. Si vous mettez pas Once Upon a Line devant, ça marchera pas parce que évidemment on fait un tirage au sort avec des mots-clés. On remercie évidemment, un grand merci à Pert Zefraka et Lucky Duck Game donc, qui vous offrent ce pledge très sympathiquement, qui fête la 100e de Kickparade avec nous. C'est très cool. Et donc, résultat, dans 2 semaines, dans Kickparade numéro 100, pour savoir qui d'entre vous aura gagné Once Upon a Line gratos. Bon, et écoute, maintenant on va pouvoir parler du jeu. Exactement. Donc, sachant que c'est un jeu qu'on avait un peu évoqué dans notre émission de fin d'année dernière, dans les projets qui nous faisaient un petit peu de l'œil sur l'année à venir. Donc effectivement, il nous a fait un peu de l'œil par sa mécanique qui est très particulière, dans le sens où en gros vous allez jouer sur des grilles qui ressemblent un petit peu à des jeux à gratter, et en fait sur lesquels que vous allez devoir explorer à la recherche de mots, et en fait c'est ces combinaisons de mots qui vont vous permettre d'avancer au gré de chapitres au fur et à mesure du jeu. Puis il y a des campagnes avec des fins multiples. Alors c'est une proposition qui est intéressante, c'est des illustrations qui sont très jolies, une installation qui semble assez rapide pour un jeu narratif. Ça c'est des vraies qualités. Bon, c'est pas parce qu'il vous propose le jeu que moi j'ai pas quelques interrogations, notamment effectivement au niveau de la dégradation du matériel. C'est un vrai sujet, c'est un sujet qui fait débat, qui fait toujours débat. Alors il y a des pour, il y a des contre, il y a différents points de assumé. Et totalement. Pour le coup, pour le coup, ils mentent pas sur la marchandise. Et l'avantage qu'ils ont aussi, c'est qu'en fait, on n'est pas non plus sur du gros jeu, c'est qu'on va foutre à la poubelle dans sa totalité. C'est juste des cartes avec la possibilité ensuite d'acheter des reset packs. Donc on n'est pas non plus sur l'époque de des gros jeux de Legacy où on se retrouvait à détruire le plateau, etc. On est sur quelque chose de, on va dire, d'un peu plus soft. Mais voilà, la question continue à se poser. Je trouve que c'est une question qui est assez légitime. Je pense que si le jeu a du succès, et apparemment il commence à en avoir, puisqu'il en est à presque 80 000 €, il a dépassé les 1000 contributeurs, il reste encore 15 jours. Après ils pourront faire des suites juste en vendant les grilles. Et puis quelques éléments liés au scénario, évidemment, parce que c'est des espèces de scénarios, en fait, finalement. Sinon, le matériel de base, il n'y a pas besoin de le faire. Donc, il pourrait y avoir des extensions plus tard, juste avec le matériel pour ces nouvelles aventures. Donc, je pense que ça peut déboucher sur une gamme, tu sais, un peu à la Unlock, finalement, où je crois qu'ils sortent tous les 4 mois, Unlock, un truc comme ça, ou tous les 6 mois, je sais plus. T'as ton nouveau Unlock. Là, ça peut le faire, si le jeu marche bien, tous les 6 mois, tu auras tes nouvelles grilles de Once Upon a Line. Mon interrogation à moi, c'est est-ce que ça marche mieux pas en solo, parce que je pense que le jeu est plus pensé en solo, finalement. Est-ce que ça marche à plus de 2 ? Je sais pas. Est-ce que ça vaut le coup d'être à 3 ou à 4 pour jouer à ce jeu ? J'en sais rien. En tout cas, en solo, je pense que c'est bien fun. J'ai vraiment hâte de l'essayer un jour, parce qu'on nous a pas envoyé la boîte, nous, encore. On nous a pas envoyé le proto, mais en tout cas, je suis très curieux parce que c'est quand même, je crois, une première, un jeu à gratter comme ça, narratif, ça s'est jamais vu ou quasiment pas. Donc c'est toujours intéressant, les nouvelles idées dans notre domaine. En tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est que j'ai juste jeté un petit coup d'œil en fait, à la qualité d'écriture, parce qu'effectivement, gratter, c'est pas la seule chose, c'est comme on dit, c'est un jeu qui est basé sur les mots. Et pour l'instant, de ce que j'ai pu lire, c'est plutôt bien écrit.
ce qui est pas toujours, le cas, de jeux Non, narratifs, hein. Il y en a c'est vrai. certains qui sont, corrects. Là, je trouve que ça nous transporte assez bien, donc c'est quelque chose qu'il faut quand même noter. Voilà. Bon, en tout cas, si ça vous intéresse, vous savez quoi faire maintenant. Once Upon a Line dans les commentaires, 2 points avec votre œuvre post-apo préférée. Et le jeu concours continue la semaine prochaine, donc voilà, vous avez un petit peu de temps pour réfléchir. On passe à la 4e place avec encore une entrée, Epic Spell Wars of the Battle Wizards, numéro 3. Donc ce jeu, c'est Cryptozoic qui le propose. Bon, c'est la 3e mouture. C'est un jeu de cartes d'affrontement entre mages, jusque-là ultra classique. Mais il faut savoir que c'est un gros jeu de punk. Politiquement incorrect. Donc ça parle de Satan, de trous de balles, de vomi, de tout ce qu'on veut. Moi, ce que j'aime beaucoup, après je te laisserai la parole pour voir si ça te plaît ou pas, mais c'est souvent sur Kickstarter qu'il y a des projets qui se veulent un petit peu, comment dire, un peu sale gosse, et puis finalement c'est très politiquement correct. Tandis que là, les mecs ils vont jusqu'au bout, hein. C'est vraiment trash. Même la bande-annonce, hein, t'as quand même un bébé qui fume une clope, t'as un démon qui sort d'un cul. Enfin bon, c'est très, très trash. Moi, ça me rappelle un petit peu le magazine français des années 80 de BD Fluide Glacial. Un petit peu, c'est vrai. Avec Gottlieb, hein, que j'adore. Mmh. Et il y a un peu ce genre d'humour vraiment très trash, quoi. Il y a ces caca, pipi, voilà, ça va assez loin. Pour de l'américain, c'est assez surprenant. Même dans la bande-annonce, ils n'arrêtent pas de dire fuck, sans bip. Donc il y a un certain courage, hein, aujourd'hui dans notre petit monde bien poli où YouTube va commencer à censurer les vidéos ou qui vont dire des gros mots, hein. Je pense que c'est plutôt... moi, ça me plaît, en tout cas. Je trouve que c'est plutôt sympathique. Mais d'un côté, il y a ce côté, mais je trouve qu'il y a un côté peut-être un poil trop sale gosse pour moi. Je trouve que ça fait un peu, Ah, c'est bête et transgressif pour méchant, hein. ado, quoi. Ouais, c'est un peu Ah ça. oui, Moi, c'est je suis totalement pas. ado, bête et méchant. Voilà, c'est ça. Moi, je suis moins sensible à ça. Après, je comprends, c'est un parti pris. Qu'aurait pu être original, mais c'est vrai que c'est un projet. On avait déjà parlé de la deuxième mouture Ouais. il y a quelques temps. En plus, c'était un projet qui était resté des plombes. Donc, on avait eu le temps de vraiment l'analyser Ah, en là, il long, en reste un large, mois en aussi, ouais. travers. Voilà, donc là, on est reparti sur Mm. quelque chose d'assez long. Voilà. Après, moi, voilà, je suis pas sensible. C'est con parce que, par contre, surtout ce qui est moins dégueulasse, le côté un peu cartoon à l'ancienne, je trouve ça Mm. plutôt sympa. Après, voilà, les DR pipi caca, c'est pas trop mon truc. Il en est à 148 000 euros, 1047 contributeurs, et comme je l'ai dit, il reste quasiment un mois, donc on va en reparler. Avant de passer aux 3 premiers de la semaine, on va passer aux news. Il n'y a pas de nouveautés cette semaine parce qu'elles sont toutes dans le top. Par contre, on avait 2-3 sujets qu'on voulait aborder. Tout d'abord, un financement qui a été annulé, et ça nous fait un petit peu de peine parce que c'est une boîte française. C'est The Last Doge qui a été annulé au bout de même pas une semaine, à 193 contributeurs. C'était le premier Kickstarter de Don't Panic Game, jeu post-apo lui aussi, hein, qui se passait dans une Venise futuriste, et ils ont préféré arrêter les frais. Alors arrêter, mais pas tout à fait. C'est-à-dire ils ont arrêté la campagne, ils ont tenu compte des retours qui ont été faits. Donc effectivement, il y a eu pas mal de retours, c'était assez intéressant, le ping-pong qu'il y a eu entre les potentiels contributeurs et puis l'éditeur qui s'est montré extrêmement à l'écoute. C'était assez surprenant. Il n'a pas été sur la défensive, il n'a pas cherché à maintenir des positions face à des décisions effectivement qui étaient peu comprises. Et la première était qu'il y avait un pledge de base qui était la version retail, et puis un deuxième avec une version aboutie. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait aucune visibilité sur en fait les extensions qui étaient promises en fait. Comme tous les stretch goals étaient masqués, etc. Il y a beaucoup de gens qui ont fait remarquer, et à juste titre, oui, mais c'est difficile pour nous de prendre parti sur un jeu avec tant d'inconnus en fait. On sait pas pourquoi on paye plus, on paye le double du jeu de base, mais on sait pas pour quelle finalité. Donc c'est quelque chose qui a été entendu. Ils ont décidé d'arrêter la campagne. Ils ont décidé de faire une longue communication, notamment sur leur page Facebook, en expliquant que voilà, ils tenaient compte de leurs erreurs, qu'ils a priori ne relanceraient pas la campagne en Kickstarter. La campagne est définitivement enterrée. Ils vont même pas faire un comeback en modifiant la page, etc., hein. Ils arrêtent Non, Kickstarter, il va directement sortir en boutique. Voilà. Par contre, effectivement, la version boutique, elle était pensée avant le projet. Visiblement, la partie Kickstarter était là plutôt pour financer, on va dire, tout ce qui allait être extension, etc. Mais bon, voilà, ils préfèrent revenir sur une méthode à l'ancienne, à savoir que le jeu fasse ses preuves en boutique, et puis que si extension il doit y avoir, extension il y aura, mais suite à un succès
succès boutique et l'aventure ne continuera pas sur les plateformes participatives. Bon, on espère que ça va pas dégoûter Don't Panic Game de reproposer des projets sur Kickstarter en tout cas. Bah, sachant qu'on les attend pour la campagne française du jeu de rôle de Cowboy Bebop, là, normalement, qui Oui, c'est devrait vrai, c'est vrai sortir. que c'est eux qui font ça. Ouais. Que tu attends de pied ferme. Alors, la campagne, ouais, mais j'attends surtout l'extension Oui. du jeu de plateau. Ouais, ouais, Mais ouais. du coup, effectivement, cette expérience qui les a un peu refroidis, que du coup, ils vont pas, pareil, partir sur une sortie boutique parce que l'hésitation se faisait sentir par rapport à ce projet-là. Donc, effectivement, peut-être qu'ils se sentent pas encore les épaules de lancer du financement participatif. Donc, Bien, on verra écoutez, ce que ça donnera. on voulait aussi parler de quoi donc? Eh ben, vous nous avez répondu, enfin émis une proposition à la fin de l'année dernière quand on avait fait notre émission spéciale 2023. On vous avait proposé de nous poser des questions ou des remarques et quelqu'un nous avait dit ça serait bien si vous pouviez parler des jeux que vous avez reçus, que vous avez backés, pour avoir votre feedback finalement, savoir ce que vous en avez pensé une fois que vous y avez joué. Et moi j'avais trouvé que c'était une bonne idée. Et donc on va le faire. On va le faire ce soir, ça va pas être trop long, parce qu'il y a un petit mois, j'ai reçu My Father's Work, qui est le secret de mon père en français. Donc qui était un Kickstarter, même si on le prenait en boutique. Donc c'est Renegade Game Studio qui fait ça aux US, et tout a été traduit et adapté par Ori Games en France. Et donc My Father's Work, quand je l'ai backé il y a un an, quand j'avais backé My Father's Work il y a un peu plus d'un an, parce qu'il y a eu quand même, du retard, ce jeu. Normalement il devait arriver en février 2022. Donc ça fait quand même presque un an de retard. Voilà, j'avais trouvé ça absolument génial. Donc le concept, c'était vous êtes une famille de savants fous dans un environnement d'une espèce de village hongrois. Et vous êtes seul dans votre grand château, vous faites des expériences très malsaines. Et vous allez passer de génération en génération. Donc vous avez 3 générations. Et à chaque fois que vous passez une génération, c'est-à-dire que le savant fou meurt et que c'est son fils qui prend la relève, eh bien vous allez perdre quasiment tout en fait. Vous ne pouvez passer qu'une seule expérience que vous avez déjà réalisée, même si vous en avez réalisé 5 ou 6, il n'y en a qu'une que vous pouvez transmettre de génération en génération. Vous perdez votre argent, vous perdez tous les composants que vous avez accumulés, etc., etc. Et tout cela enrobé dans un jeu narratif, donc à scénario. Donc dans la boîte, vous avez 3 scénarios, qui fait que vous avez un jeu de placement d'ouvriers, vous avez un jeu narratif, vous avez un jeu legacy, et tout ça dans une ambiance absolument mortelle. Donc voilà, donc ce jeu, je l'ai reçu, et je l'ai fini, j'ai fait les 3 scénarios. Qu'est-ce que j'en pense? Eh bien écoutez, je trouve ça pas mal, mais c'est pas le choc que je pensais avoir. Je m'attendais vraiment à un jeu ultra gothique, ultra fou, qui pousse le concept assez loin. Et finalement, on est sur un jeu de pose d'ouvrier, qui est très bien fait. Mais ça reste du jeu de pose d'ouvrier. Après, vous devez prendre des connaissances, des animaux, vous pouvez prendre des cercueils. Moi, ça m'a rappelé un jeu qui n'a jamais été traduit en France, s'appelait Abomination. Oui, c'est vrai, on en avait parlé à l'époque. Voilà, où tu devais créer un Frankenstein, et c'est super. On est un peu dans le même truc. Vous avez un espèce de cahier au milieu qui représente le village et qui change. Vous avez beaucoup de pages, et selon l'étape où vous en êtes, à quelle génération vous êtes, vous allez changer de page. Donc il y a des actions qui disparaissent, d'autres qui se transforment, d'autres qui apparaissent. Donc c'est vachement évolutif. Mais ça reste un jeu de pose d'ouvrier finalement. Et donc au bout d'un moment, tu te dis bon, c'est très bien fait. Alors le jeu est magnifique, les composants sont à tomber par terre. C'est-à-dire que quand c'est déplié sur la table, c'est vraiment chouette, quoi. Mais il n'y a peut-être pas l'aspect horrifique, gothique, un peu fou que j'attendais. Ça reste peut-être un petit peu sage. Et alors il y a un autre petit truc qui peut être, qui me titille, c'est l'application. C'est pas l'application en elle-même, parce que je suis pas un anti-application forcené. Le problème là, c'est que outre les petits ratés qu'il y a eu au début, c'est-à-dire que la version française a mis du temps, il a mis une bonne semaine après qu'on ait reçu du jeu, donc ça a gueulé, machin bidule. Bon, on peut attendre une semaine, c'est pas non plus la mort. On a d'autres jeux, mais des fois il y a des petits bugs. Tu choisis, quand un personnage fait un choix, tu choisis quel personnage a fait ce choix, et puis tu te retrouves après, machin a fait ce choix. Bah non, c'est l'autre que j'ai cliqué. Donc ça arrive pas, ça arriverait très rarement sur les 3 scénarios. Mais c'est arrivé quand même. Donc c'est très narratif, vous avez des gros pâtés d'introduction à chaque génération. Et je trouve que pour un jeu de pose d'ouvrier où tu dois vraiment réfléchir à
oui, il me faut cet ingrédient-là pour faire cette expérience-là. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des expériences de différents niveaux. Tu dois faire une expérience A avant de faire une expérience B. Tu dois faire 2 expériences B pour faire une expérience C, etc., etc. Donc, il faut vraiment calculer à l'avance tous tes trucs, en sachant qu'à chaque génération, tu perds absolument tout. Plus tu peux améliorer ton château, tu vois, avec des pièces qui te donnent des bonus, des machins. Donc, c'est quand même un truc où il faut rester dedans, quoi. Et je trouve que l'application te sort du jeu, justement, parce que tu as des gros pâtés à lire. Et du coup, je trouve que ça plombe un peu le jeu. Il y a des fois où tu te dis, allez, j'ai envie d'enchaîner là, parce que je suis dans une bonne dynamique, je sais ce que je veux faire, etc. etc. Et puis là, bah, t'as un gros pâté à lire, t'as des special events qui arrivent. Donc, je trouve que c'était une bonne idée à la base, cette application là, mais je trouve que ça alourdit le jeu. Et c'est dommage. Il y avait peut-être moyen de le faire un truc un peu plus light. Par contre, les avantages, effectivement, c'est que tu as beaucoup de chemins différents et tu as 8 conclusions différentes par scénario. Donc finalement, ça offre quand même une assez belle rejouabilité. Nous, on a fait les 3 scénarios, mais finalement, on n'a fait qu'un passage par scénario. C'est quand même pas mal de parties au final. J'ai trouvé ça bien, mais c'est pas le jeu de ouf auquel je m'attendais. De quoi on voulait parler également dans les news? Oui, en fait, c'était par rapport à un commentaire que vous nous aviez formulé la semaine dernière par rapport au jeu Shadow of the Shogun. Oui. L'un d'entre vous a fait une remarque, je suis allé me renseigner sur, a priori, comme quoi les illustrations étaient générées par intelligence artificielle. Bon, c'est pas tout à fait le cas, en fait. Effectivement, le mec admet qu'il utilise des images qui sont existantes, qu'il retouche via des logiciels qu'il utilise. Donc il dit, voilà, c'est pas tout à fait moi le créateur, etc. Bon, c'est une méthode qui peut effectivement être un peu contestée, de retoucher des images existantes, mais enfin, après tout l'art d'Andy Warhol était là-dedans, hein, donc j'ai envie de dire pourquoi ça passerait pas pour lui. Oui, Faut y réfléchir. Mais la question, en tout cas, des intelligences artificielles n'est pas pour autant inintéressante, c'est une vaste parce question, que hein. c'est quelque chose qui commence à arriver, hein, on le voit. Là, en ce moment, il y a le gros succès du chat GPT qui vous permet de dialoguer avec une intelligence artificielle, qui peut vous rédiger des textes, etc. J'ai même vu d'ailleurs un créateur de jeux de plateau qui, pour rigoler, il était un peu bloqué sur son proto, parce qu'il y avait un gros problème de redondance, et qui a demandé à l'intelligence artificielle comment améliorer son jeu, et il a reçu un énorme pavé en lui soumettant pas mal d'idées, qui d'ailleurs étaient pas idiotes. C'était un peu intriguant. Mais voilà, effectivement, je pense qu'on est dans un avenir où il va falloir commencer à travailler avec ça. Donc c'est à la fois des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est que ça peut permettre à des gens qui sont tout seuls de pouvoir avancer sur un projet sans être bloqué par la finance pour un designer. Et d'un autre côté, bah voilà, ça va avoir un impact sur le travail des artistes, hein, puisque pour certains types de jeux, ils pourraient se voir remplacés par une intelligence artificielle moins coûteuse, plus rapide. Donc Ouais. je trouve que c'est quelque chose auquel il faut qu'on commence à se préparer, qu'on essaie de réfléchir tous ensemble à quels seraient les avantages et les inconvénients, et puis surtout comment faire en sorte que ça profite à tout le monde, parce que on peut pas non plus rejeter en bloc en disant ah bah non, faut absolument pas que ça se fasse. Ça se fera. Enfin, Le problème, c'est que c'est là. voilà. Le problème, c'est que c'est là. Alors, moi, j'ai pas mal joué, parce que c'est joué, hein, avec Midjourney, que l'intelligence artificielle pour faire des images. D'ailleurs, il y a une miniature de Kick Parade qui a été faite avec Midjourney, qui est celle de l'émission de Noël, avec le Père Noël qui joue à une espèce de Terraforming Mars bizarroïde. Ça, je l'ai généré via Midjourney. Midjourney, je trouve ça très rigolo. J'ai fait plein d'images avec. J'ai même fait des images pour un projet personnel. Le truc, c'est que, c'est quand même pas super précis. Il y a un tas d'images que je voulais, tu vois, de manière très précise, et j'ai jamais pu les obtenir. Et pourtant, je commençais à connaître les trucs, tu vois, je regardais des vidéos, les prompts, il faut quand même les rédiger de manière spéciale. Tu peux mettre des photos, enfin 2 photos maximum pour s'en inspirer. Et finalement, c'est un peu l'intelligence artificielle qui fait une bouillie de tout ça, et t'as la main mise de manière assez limitée dessus, et donc quand tu veux des dessins ou des artworks ou des concept art assez précis, ça marche pas. Par contre, ça peut donner des choses surprenantes qui peuvent donner des idées. Voilà, ça peut être un socle pour faire des choses. Non, là où moi j'ai arrêté, c'est au bout d'un moment, bon, quand on n'a pas l'utilité professionnelle, bon, à un moment donné, c'est un gadget quoi. Ça t'arrête, surtout que l'abonnement est assez cher. Et deuxièmement, c'est surtout quand j'ai compris le fonctionnement de ce truc, ça m'a un peu énervé, c'est qu'en fait, l'intelligence artificielle, pour Midjourney, ne crée absolument rien. Rien. Elle va chercher sur internet tout un tas de bouts d'images qui correspondent à ce que vous avez écrit, qui fait une espèce de medley et qui vous propose ce medley. Donc c'est-à-dire que ça pompe
c'est que de la violation de droits d'auteur pure et dure, hein. Ça va pomper chez tous les artistes, les concept art, etc. Et ça vous fait une tambouille. Donc c'est là où moi ça me dérange énormément. Parce que si c'était une pure création, bon bah c'est là, c'est un outil comme un autre. Quand il s'agit de... Et là je parle aux éditeurs, de jeux ou de livres ou que sais-je, qui vont commencer à ne pas payer les artistes en utilisant Midjourney tout en pompant les artistes. Donc non seulement ils n'engagent plus d'artistes, mais en plus ils volent leur travail. Là, je trouve ça assez révoltant. Et donc là, il y a un gros ménage à faire. Il y a un gros ménage à faire. Donc ça soulève tout un tas de questions de droit d'auteur, de morale vis-à-vis des œuvres, qui est assez passionnante hein, aussi. Hein, mais pour ma part, pour l'instant, tant que c'est pas cadré juridiquement, niet. Voilà, parce que Ouais. c'est vraiment Après, trop un prétexte à payer personne et à baiser le monde. Voilà, c'est tout. Après, là, on parle effectivement de Midjourney, qui est un site en bêta, etc. Mais aujourd'hui, on a aussi des sites professionnels où là, effectivement, il y a des choses qui sont créées officiellement, enfin, à partir de rien, si ce n'est effectivement d'un amalgame de connaissances sur le net. Oui, Mais mais comme viennent d'où n'importe les quel artiste, en connaissances? fait, finalement, qui se dit, bah, il s'emprunte de choses qu'il a vues, qu'il a ressenties, etc. Sauf que là, c'est par un système algorithmique. Mais là, on parle de logiciels qui sont beaucoup plus chers, beaucoup plus difficiles d'accès Mm. et pour le moment qui sont pas encore ouverts à un public comme peut l'être Midjourney. Par contre, effectivement, je te rejoins en disant, bah, effectivement, ce logiciel-là peut aussi servir à favoriser la communication entre un designer de jeu et puis l'artiste avec qui il va travailler. Moi, De ça me dire, pose bah pas de voilà, problème si voilà. les mecs payent le type ou la nana qui génère ces images grâce à... Tu vois? C'est Moi, c'est ça. ça Mais mon le problème, problème, c'est quoi. que pour l'instant, on peut pas les suivre, quoi. Voilà, C'est un donc peu moi, c'est ça compliqué. mon problème. C'est Ouais, les, ouais. les éditeurs de bouquins qui vont commencer à faire des couvertures sur Midjourney et en virant l'illustrateur qui les fait d'habitude. En Hmm. disant, ah bah tiens, on va faire une économie de bout de ficelle, tout en pompant d'autres trucs parce que c'est Midjourney et ça va prendre chez les autres artistes. Donc moi, ça me pose un gros problème. Voilà. Bon, on va arrêter là le débat parce qu'on pourra en parler longtemps. Dites-nous ce que vous en pensez, si vous avez essayé Midjourney ou des choses comme ça. Et qu'est-ce que vous en pensez? Tiens, c'est le débat est ouvert. Enfin, le débat. On peut pas vraiment faire un débat dans les commentaires de YouTube, mais en tout cas, si vous avez des choses à dire là-dessus, n'hésitez pas. Je te propose qu'on revienne aux trois premiers. Bah, tout à fait, tout à fait. Et puis après tout, les gens sont là pour ça. Exactement. Allez, troisième position, encore une entrée. C'est Arborea, donc un jeu de placement d'ouvriers très coloré, dans lequel vous allez tenter de construire tout un écosystème dans un monde fantastique. J'aime beaucoup l'idée. Ouais. Autour Pareil. d'un arbre un peu fédérateur de créatures, de plantes, etc. Et tu vois le plateau, tu fais oh my god, ça a l'air d'être un truc de ouf, ça a l'air très compliqué. C'est Alicat Games qui fait ça et ils en sont très fiers parce qu'en fait ils ont lancé leur gamme expert. Ils l'ont commencé avec Autobahn, je crois, qui était sorti il y a quelques mois sur Kickstarter. Il fallait gérer les autoroutes allemandes, c'était ça, hein, il me semble de mémoire. Tu te Oui, rappelles c'est ça. Oui, d'Autobahn? oui, oui, oui. Voilà, donc Ah ouais, ouais. voilà, donc là c'est leur deuxième jeu dans leur catégorie expert et donc ça n'a rien à voir, hein, c'est une autre thématique, c'est Arborea avec une direction artistique. Je sais, ça passe ou ça casse. Moi j'aime plutôt bien. Alors le Ouais, plateau j'aime peut beaucoup faire un peu aussi. mal aux yeux, Mm. mais sinon le reste je trouve ça plutôt chouette quoi, plutôt original. Ouais, et puis en plus, ils sont basés sur le travail d'un artiste qui avait notamment opéré, enfin, qui travaille notamment et qui proposait ses premières œuvres sur Instagram. Et effectivement, j'aime vraiment, vraiment beaucoup le travail qui est proposé. D'ailleurs, c'est un Français, l'illustrateur. Vive la France. Voilà, la Bon, France quand même, on est les meilleurs, faut le c'est dire, tout. faut le dire, faut le Bah dire, oui. voilà, c'est tout. Mais en tout cas, effectivement, je suis un peu d'accord avec toi. Je trouve que j'ai vu le plateau et ça laisse pas insensible. Après, effectivement, on aime, on n'aime pas. Mais en tout cas, il y a vraiment un parti pris que je trouve super agréable. Les petits personnages sont très très cool, très inspirés de ce qui se fait un petit peu dans certains styles de jeux vidéo indépendants en ce moment, mais tout en gardant Là je une vois, ouais. patte qui lui est propre. Non, C'est non, une c'est espèce de vraiment du fausse bon boulot. naïveté dans le graphisme. Exactement. Mm. Et d'un autre côté, je trouve que c'est un peu essentiel parce que quand on voit à quel point le plateau est grand, comment il y a Oui, beaucoup de fonctionnalités, ouais, ouais, de démarches à faire dans la partie, je trouve que c'est bien de temps en temps, tu vois, un petit peu de naïveté pour plus de compréhension. c'est Je ça. trouve que ça marche plutôt bien. Ça allège la chose.
Tout à fait. Donc vous allez bien parcourir tout un tas d'embranchements d'actions. Vous êtes sur un petit plateau mouvant au début. Donc c'est vous qui choisissez de quel va être votre point de départ. Et en fait, selon votre point de départ, vous avez tout un circuit avec différentes actions, des ressources que vous allez glaner. Vous avez aussi des ressources en commun. Vous pouvez partager avec d'autres joueurs. Donc c'est pas semi-coopératif, ça serait un peu trop de dire ça, mais il y a un petit côté comme ça où on peut des fois s'entraider pour voilà. Vous avez aussi un petit côté puzzle game parce que vous pouvez recréer un écosystème à côté de votre plateau personnel et à côté du grand plateau général pour y accueillir des créatures. Bon bref, c'est quand même c'est assez complet quoi. C'est assez complet, c'est du vrai jeu expert, du vrai gros jeu de placement d'ouvriers, et je suis très curieux. J'aimerais bien essayer ce jeu pour voir si est-ce que c'est un nouveau bon, tu vois, est-ce qu'on est encore dans le placement d'ouvriers un peu classique ou est-ce que voilà. J'ai l'impression qu'il y a un petit côté clank aussi, tu vois, parce que tu choisis ton chemin, il faut revenir. Donc je sais pas, je trouve ça très intéressant. En tout cas, on est à 64 000 euros, 1270 contributeurs, il reste 22 jours, on va en reparler. Là, il marche bien. Allez, deuxième place, on l'a déjà vu la semaine dernière, c'est Monk Cultist, donc le jeu d'enquête qui se passe dans une université où il va falloir démasquer les occultistes qui se cachent, les satanistes qui se cachent, avec évidemment une ambiance assez Cthulhu. Oui. Voilà, donc jeu d'enquête avec jeu de traître, belle direction artistique. On en a pas mal parlé la semaine dernière, avec des petites extensions. Il y a même une extension qui est gratuite, qui est dans le pledge. Le problème de ce genre de jeu, c'est qu'il faut être un minimum de joueurs quand même. C'est 4 là, Oui. il faut être minimum. Donc voilà. Mais en tout cas, le jeu fonctionne. Il en est à 160 000 euros, 2323 contributeurs. Il reste encore 15 jours. Donc on va en reparler une dernière fois la semaine prochaine. Oui, puis petite nouveauté, ils ont un partenariat avec une vidéaste slash actrice, Becca Scott, qui est très connue en fait aux États-Unis, puisque elle tient pas mal d'émissions autour du jeu de plateau. Donc voilà, ça c'est assez marrant ils aient fait une petite contribution et puis voilà, qui devrait prêter sa voix pour l'application. Enfin, number one, directement numéro 1. Ouais. On l'a pas vu venir celui-là. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai pas Non. vu venir. C'est Hollywood 1947, A Movie Making Game of Strategy and Deception. Donc, il est premier de Kick Parade directement dès son deuxième jour. Pratiquement 263 000 euros, 4 476 contributeurs. C'est pareil, il reste un mois. Mais qu'est-ce qu'ils ont à faire des campagnes de ouf comme ça là? Alors que la tendance était inverse, c'était 15 jours, maintenant tous revenus à un mois quoi. Pardon, bref. Donc c'est le nouveau jeu de Travis Hancock. Vous avez peut-être vu un de ces jeux parce qu'il y en a un qui est sorti il y a quelques mois en France qui s'appelle Bristol. Il fait toujours le même genre de jeu, c'est-à-dire au niveau de l'édition, c'est dans des bouquins, des faux bouquins et le jeu est à l'intérieur. Ça me rappelle dans les années 80, pas connu ça. Moi j'avais des parents d'amis qui avaient des bibliothèques entières avec des vieux bouquins et en fait c'était des faux bouquins, c'était des cassettes VHS dedans. Donc tu vois, tu avais toute ta collection de Proust, etc. Puis en fait, tu avais un vieux film de cul à l'intérieur. Donc voilà, donc ça m'a rappelé un peu ça. Et donc voilà, donc c'est dans des vieux livres. Et Bristol, c'était marrant, tu gérais l'hécatombe de peste. Oui. Il fallait te refiler les cadavres et tout. Je trouve que c'était super drôle. Donc là, il y a encore ce côté cynique. C'est un mec cynique, je pense. Donc ce n'est pas un jeu sur le cinéma. Enfin, c'est un jeu sur le cinéma en 1947, mais la date veut dire quelque chose aussi, parce que au début, fin des années 40, début des années 50, on est en plein macartisme. Le macartisme, c'était une espèce de chasse aux sorcières fait par, c'était un sénateur, il me semble, Joseph McCarthy, qui était complètement obsédé. Il pensait qu'il y avait des communistes partout, c'est un peu comme Staline pensait qu'il y avait des traites partout. Là, c'était aux États-Unis, c'est Joseph McCarthy, il pensait qu'il y avait des communistes partout. Et donc, il y a eu une espèce de cabale contre Hollywood où il fallait absolument déceler les acteurs, les producteurs, les réalisateurs qui avaient des appointances communistes, c'est-à-dire vaguement socialiste, vaguement de gauche. C'est vachement contestataire, même des fois c'était juste suffisait d'être contestataire. Hein, c'est ça. Et donc oui, les États-Unis ont connu cette sale période et il y a eu mais il y a des carrières qui ont été brisées. Il y a eu des procès politiques de gens d'Hollywood qu'on a accusés de communisme. Et donc ça parle de ça, Hollywood 1947. Donc je trouve ça sacrément gonflé d'apporter ce sujet dans un jeu de société qui en plus est plutôt un jeu de cartes, on va dire light. Dans lequel on va poser des cartes pour faire des films, et des films à choisir au début. Donc tout, c'est des affiches. Les affiches sont plutôt sympas d'ailleurs, c'est des fausses affiches évidemment, mais elles sont rigolotes. Et donc certains vont mettre des sigles communistes, etc. Donc on sait pas qui est qui en fait.
Et voilà, donc c'est un jeu plutôt d'ambiance light, mais avec un fond politique quand même assez assumé. Ouais, et puis effectivement, ils restent dans leur thématique très historique, hein, comme tu le disais, cette gamme avec tous ces bouquins. Donc il y avait Bristol, il y avait Tortuga, etc. Ils aiment bien jouer comme ça avec des événements historiques, et c'est vrai que je trouve que c'est vraiment très très bien vu. Et Ouais. cette retranscription de la chasse aux sorcières, des mecs qui désignaient des communistes, parce qu'on rappelle qu'il y a plein de grands réalisateurs hein, qui ont été accusés de ça, Charlie Chaplin notamment, à une période, pour montrer à quel point ils accusaient vraiment tout le monde et tout et n'importe quoi. Donc je trouve qu'effectivement le contexte est super cool, et le côté très sobre du jeu joue vachement avec cette espèce d'ambiance faussement tamisée, faussement rassurante, mais en fait où tout le monde s'épie. Non, je trouve qu'il y a un vrai travail sur le design, et puis d'un côté tu sens qu'il y a un véritable amour pour le cinéma de ces années-là, parce que quand tu regardes le travail qu'ils ont fait sur les affiches, etc. Oui, c'est pas des trucs caricaturaux. C'est ça, voilà, et sans être non plus un truc où ils ont juste changé un élément. Non, ils ont vraiment créé des affiches de films comme à l'époque, et je trouve que c'est vraiment bien vu. 262 000 €, 4478 contributeurs, et reste à moi. C'est un vrai carton, quoi. J'aurais pas pensé à ce point-là. Hein. C'est un vrai carton, quoi. Eh bien voilà, on a dit tout ce qu'on avait à dire. N'oubliez pas notre jeu concours pour gagner Once Upon a Line, un pledge de Once Upon a Line. On dévoilera la gagnante ou le gagnant dans le Kick Parade 100, donc dans 2 semaines. Donc on vous rappelle, dans les commentaires, il faut être abonné, évidemment, quand même la base. C'est quand même un cadeau pour les fidèles. Donc il faut être abonné au Troll Savant. Dans les commentaires, vous mettez Once Upon a Line, oh le mec, 2 points, et votre œuvre préférée post-apocalyptique. Et dans 2 semaines, on fait un petit tirage au sort. Et vous aurez la possibilité de gagner gratos le pledge de Once Upon a Line. Voilà, et bien merci à toutes et à tous. Si ça vous a plu, mettez un pouce. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien abonnez-vous pour gagner le jeu. Merci Swan. Merci Erwan, à la semaine prochaine tout le monde. Ciao.